Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'être déplacés aujourd'hui. Il ne pleut pas comme hier, c'est déjà beaucoup mieux. Je m'appelle Emmanuelle Mercier, je suis présidente de l'association eurovero.org et ici Bertrand Paulet, qui est l'ambassadeur de l'association Eurovero. On a monté cette association suite au décès de Véronique, qui était ma meilleure amie et qui était la femme de Bertrand, qui est décédée après 5 ans de lutte contre une leucémie. Et pour prolonger son combat, on a décidé de monter cette association pour sensibiliser les gens aux dons de cellules souches. Et pour cela, on a voulu faire, et surtout Bertrand a voulu relever un défi sportif de faire 5800 km à vélo. Donc, il est parti cet été de Trondheim en Norvège, il va vous en parler juste après, pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc l'association a 3 valeurs. Donc, c'est à la fois de mobiliser sur le don de cellules souches, de collecter des fonds pour la recherche contre la leucémie, et également, tout au long du périple et des conférences et des rencontres qu'on peut faire, de mettre en lumière le travail des chercheurs. Donc, c'est vraiment un bel exemple de ce qu'on fait aujourd'hui avec ce parterre de chercheurs qu'on a. Ah, il faut tout recommencer ou c'était bien? J'ai perdu ma voix en plus, donc ça n'aide pas. Donc, je vais laisser la parole à Bertrand. Bonjour. Je ne l'ai pas activé. Okay. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Bertrand Paulet. Je suis effectivement l'ambassadeur de l'association eurovero.org. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très content d'être arrivé à Bordeaux malgré les aléas climatiques que j'ai rencontrés les quelques derniers jours. Voilà. Donc, je suis parti de Trondheim le 23 juillet sur la véloroute européenne numéro 3, autrement appelée la Scandinavie en France, qui passe par. Et donc, je compte parvenir à Saint-Jacques-de-Compostelle le 8 décembre. Donc, c'est un voyage de 6 km à vélo, 5800. Bon, j'ai quelques détours à gauche, à droite. Je me suis perdu un peu aussi. Et donc, cet itinéraire parcourt 7 pays. Donc, la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la France et évidemment l'Espagne. Et pourquoi cet itinéraire? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait une raison personnelle. Je m'étais déjà rendu à Saint-Jacques-de-Compostelle avec Véronique. Je m'étais promis d'y retourner. Comme je fais du vélo, j'ai décidé de faire un vélo. Et d'autre part, parce que c'est un itinéraire qui parcourt des pays dans lesquels le don de cellules souches est une pratique très courante, notamment en Allemagne. Et donc, l'idée, c'était de faire un reportage, voir un peu comment fonctionnait ce don dans ces pays-là, pour essayer de ramener des bonnes idées en France. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site internet, des petites vidéos tous les jours. Et également, on collecte de dons, comme on vous a dit. Donc, vous pouvez aller sur le site internet Europro si vous le souhaitez. Bon, quelques petites vidéos quand même, parce qu'on veut voir Bertrand en train de faire. Invitation aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de partager cet événement que vous faites sur tout ce parcours avec vous et être à l'étape bordelaise pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le don de cellules souches. Juste, je commence par la diapo qu'on met toujours à la fin. C'est la diapo qui présente l'équipe parce qu'en fait, on vient du laboratoire d'immunogénétique du CHU. Et on s'occupe d'histocompatibilité. Et la compatibilité, on l'a en greffe d'organes.
et on l'a aussi en greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, on sensibilise, on sait que ce sont des causes importantes. On a la chance au laboratoire de voir les donneurs, les receveurs. Des fois, c'est moins de chance en greffe d'organes puisque les donneurs sont décédés en mort encéphalique. Et c'est l'importance de venir dans ces réunions et de discuter du don de cellules souches, du don d'organes. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce que fait l'Agence de la biomédecine sur ces sujets, puisque c'est des causes importantes. Donc, pour la greffe des cellules souches hématopoïétiques, nous, on voit les deux côtés. On a ce qu'on appelle un centre receveur et un centre donneur. Le centre receveur, il va s'occuper du patient et de lui rechercher un donneur s'il y a une indication de greffe de cellules souches. Et puis, on a cet autre côté qui est le centre donneur, où on s'occupe que finalement de jeunes personnes saines, altruistes, qui viennent s'inscrire sur les registres. Et c'est de ça que je vais vous parler un tout petit peu plus. Donc, donner ces cellules souches pour qui pour des adultes, des enfants, c'est de la pédiatrie. Ça peut être en France, comme pour quelqu'un qui est à l'étranger. Et ce sont pour des malades qui ont un dysfonctionnement de la moelle osseuse. Donc, 80% des cas, c'est des leucémies aiguës ou chroniques, et Edouard en parlera. Ça peut être des aplasies médulaires, des maladies métaboliques ou génétiques. Et on estime, en tout cas, ce sont les chiffres français, qu'il y a 2000 malades qui ont besoin d'une greffe de cellules souches chaque année en France. Donc, vous voyez, ce n'est pas anecdotique. Et donc, ce que l'on a besoin, un système immunitaire ou hyperproduit qui a cette maladie, on a besoin de le remplacer. Sauf que notre système immunitaire, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est là pour se défendre contre le non-soi. En fait, il distingue le soi du non-soi. Donc, en fait, pour lui, toutes les situations de greffe, c'est des choses qui ne sont pas naturelles et pas faites, qui ne sont pas faits pour ce qu'on a dans l'évolution et l'immunologie. Et donc, si on doit mettre un nouveau système immunitaire, celui du donneur, il faut absolument que ce système immunitaire du donneur soit le plus identique possible à celui du receveur. Sinon, le nouveau système immunitaire qui va être le maître dans le corps va commencer à voir comme étranger tout ce qui est soi. C'est-à-dire, il peut se mettre à se dire, qu'est-ce que c'est que cette peau? Je la rejette, je ne la connais pas. Qu'est-ce que c'est que ces intestins? Je ne le connais pas. Et donc, c'est tout ce travail où on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire un don. Et on va, en premier lieu, rechercher dans la famille. Donc, dans la famille, on a une chance sur 4 d'avoir un frère ou une sœur complètement compatible, mais avec la distribution des chromosomes, vous savez, on a des paires de chromosomes, donc on va avoir du HLA qui va être, je vais vous expliquer ce que le HLA va être distribué, et de papa et de maman, et donc à la fin, on n'a qu'une chance sur 4 d'avoir un frère compatible. On a d'autres greffons alternatifs, et Edouard en parlera, qui peuvent maintenant faire appel à des parents et des enfants, mais on est encore dans des greffons alternatifs. On n'est pas dans ce qu'il y a le plus identique à ce que pourrait avoir le receveur. Alors, le HLA, ces molécules HLA, c'est celles qui permettent de distinguer le soi et le non-soi. On en a sur toutes les cellules nucléées de notre corps, il n'y en a pas sur les globules rouges. Et donc, en fait, c'est ce qui donne, c'est un peu comme le groupe ABO, sauf qu'il faut qu'on sache qu'on est unique. Donc, on n'a pas A, B, O, mais des milliers d'allèles qui font qu'à la fin, on essaye d'être le plus unique possible. Et puis, si on ne trouve pas dans la famille, on va rechercher un donneur non apparenté. Et trouver un donneur, c'est pas si facile que ça. Ça fait appel à le registre français, bien sûr, mais on va aller au-delà du registre français et aller chercher des registres internationaux. Alors, l'Agence de biomédecine qui s'occupe de tout ça est connectée à 73 autres registres. Mais on ne va pas avoir les mêmes chances de trouver, c'est très injuste, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes chances de trouver en fonction des personnes. Il se trouve que des registres, il y en a dans beaucoup de pays occidentaux, et il y a des HLA, des systèmes HLA, des cartes biologiques, en fait, qui ne sont pas si rares que ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas de registre dans ces pays font qu'on n'arrive pas à trouver des donneurs. C'est-à-dire, on estime que, par exemple, en Afrique, il y a énormément de HLA très répandus, et que s'il y avait des registres en Afrique, ce serait très facile de trouver des donneurs pour des patients qui ont cette origine ethnique. Donc, la seule façon
de pouvoir pallier à ça, c'est qu'on ait le plus grand possible, qu'on a la plus grande possible diversité sur nos registres dans les pays occidentaux, ou alors d'essayer de faire des registres dans les pays qui n'en ont pas encore. Donc, on estime qu'on a 40 millions de donneurs dans le monde. Parfois, certains patients vont avoir plein de donneurs, d'autres ne vont pas en avoir du tout. Donc, quand on n'en a pas du tout, vous savez qu'il suffit qu'il y en ait un, ça suffit, ça sauve une vie. C'est aussi cela qu'on cherche. C'est pour ça que chaque inscription est importante. Alors, comment on devient donneur de cellules souches? En France, il faut avoir entre 18 et 35 ans, être en parfaite santé, et on remplit un petit questionnaire de santé. Les questions sont vraiment très généralistes. Il faut avoir une grosse pathologie pour ne pas pouvoir donner. Et après, ça va être suivi d'un prélèvement salivaire ou d'une prise de sang pour faire ce fameux typage HLA qui va permettre de voir la compatibilité. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on recherche comme profil? On recherche des personnes jeunes. C'est pour ça que depuis peu, l'agence a fixé 35 ans comme seuil pour s'inscrire. On estime que si on est un jour où on est appelé, on ne sera appelé que 8 ans après son inscription en moyenne. Donc, en fait, plus on s'inscrit tard, moins on a de chances d'être appelé, sauf si on est la personne unique. Il faut savoir aussi que nous, et Edouard en parlera aussi, on parlera peut-être pas, mais on recherche des donneurs jeunes parce que leur système immunitaire est jeune. Plus on vieillit, plus on est en état, on fait des prémutations. Et nous aussi, plus on vieillit, plus on s'approche d'une potentielle source de cancer nous-mêmes. Et donc, en fait, quitte à implanter un système immunitaire, il faut qu'il soit jeune. C'est pour ça qu'on privilégiera toujours un donneur jeune. Des hommes, le plus possible. Donc, ça fait un peu, c'est ma partie, c'est ma partie pougard, je cherche un homme jeune pour s'inscrire sur le registre. Mais des hommes, parce que en fait, c'est eux d'abord qui ont une diversité au niveau des chromosomes. Donc, ils connaissent le X, le Y, les femmes ne connaissent pas le Y. Donc, pour un nouveau système immunitaire, c'est bien de tout connaître. Et puis, parce que la femme fait des anticorps pendant ses grossesses. Alors, si on la prend jeune, elle n'a peut-être pas eu encore de grossesse, donc une femme peut être très, très bien. Et puis, de toute origine, je vous l'ai dit, il y a des origines qui ne sont pas du tout représentées dans les fichiers et c'est très injuste pour ces receveurs qui, parce qu'ils ont une origine ethnique particulière, ne vont pas avoir de donneur du tout. Hop. Donc, si on est appelé pour un don, vous avez vu qu'on peut être appelé 10 ans plus tard. On va vous demander, donc c'est généralement parce qu'on est compatible avec le donneur, on va repasser un entretien médical parce qu'en fait, il y a des années qui sont passées, on a pu avoir des problèmes de santé qui sont arrivés entre-temps. On a pu peut-être changer d'avis, j'espère pas trop, parce que si on est le donneur et qu'on sait qu'on peut sauver une vie, j'espère qu'à ce moment-là, on ne se rétracte pas trop. Mais bon, on peut avoir des situations de vie qui font que ce n'est pas le moment. Et puis, on fait un consentement formel comme quoi on accepte le don. Et puis, on va arriver à l'étape de prélèvement. Alors, le prélèvement, ça sera bien redit là dans les présentations ensuite, c'est soit des cellules, des cellules issues d'une cytaphérèse, donc vous verrez, comme ça sera très très bien expliqué, c'est 80% des cas. Il n'y a que dans 20% des cas où on va fonctionner dans les os du bassin, on va fonctionner pour aller rechercher le tissu et les cellules de la moelle osseuse, en aucun cas la moelle épinière. Puis ça, c'est administré sous forme de transfusion au patient, et puis après, le donneur est suivi après son don. C'est pas quelque chose où on est pris de court, genre « Allô, vous êtes un donneur, venez tout de suite ». Non, ça ne marche pas comme ça. Un don s'organise sur 1 à 3 mois, et donc il y a le temps de faire tranquillement toutes ces démarches-là. Hop là. Hop, je ne veux pas spoiler. Et donc, à la fin, pour nous rejoindre, il suffit d'aller sur le site dondemoileosseuse.fr. Tout se passe en ligne. On vous demande votre âge, votre sexe, votre poids et taille. Et après, on vous pose 9 questions médicales. Et si vous répondez non à toutes, on vous demande vos coordonnées. Et là, à ce moment-là, on va vous demander, est-ce que vous voulez venir
sur un lieu comme un EFS en France ou ici au CHU de Bordeaux pour vous faire prélever, ou est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un kit à la maison? Et donc là, vous avez le choix. Et aujourd'hui, si vous souhaitez devenir donneur, vous pourrez faire ces formalités avec nous et on ne vous enverra pas un kit à la maison, on fera le prélèvement en direct, un kit, avec un kit salivaire. Et donc, dès aujourd'hui, vous pourrez finaliser votre inscription. Donc, juste après, là, de 14 à 15, on sera sur le petit bureau derrière. On sera là pour répondre à toutes les questions autour du don parce que ben, c'est court, 10 minutes pour discuter. Et puis, ben, faire le prélèvement avec vous si vous êtes partant pour rejoindre les veilleurs de vie. Voilà. Merci. Donc, moi, je vais essayer de vous parler rapidement, j'espère le plus clairement possible, donc du don de cellules souches. Donc, on est dans un contexte de don de moelle osseuse, mais assez rapidement, je vais centrer le propos sur les cellules souches et j'espère qu'à l'issue de ce petit topo, vous aurez compris l'intérêt de ça. Alors, la moelle osseuse, comme son nom l'indique, se situe à l'intérieur des os de notre squelette, à l'intérieur de tous les os. Et si on fait un zoom sur cette moelle osseuse et qu'on regarde un peu plus près, notamment la composition cellulaire, et bien sûr on va s'arrêter sur les cellules qui nous intéressent, on va retrouver dans cette moelle osseuse les cellules souches, qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. Alors, ça peut paraître un terme un peu barbare, donc suite du topo, on va dire que cellules souches. Et ce sont ces cellules souches présentes dans la moelle osseuse qui, en fonction des besoins de notre organisme, et puis sous l'action de différents stimulus internes ou externes, vont se mettre à proliférer, à se différencier, c'est-à-dire à maturer, pour passer par différentes étapes de cellules de plus en plus matures, jusqu'à aboutir à des cellules, je crois que je ne vais pas utiliser le pointeur, jusqu'à aboutir à des cellules matures et fonctionnelles. Parce que les cellules souches, à proprement parler, n'ont pas de fonction en tant que telles, elles n'assurent pas de fonction dans l'organisme, néanmoins elles sont très importantes, vous allez le comprendre. Mais donc elles produisent ces cellules matures et fonctionnelles. Et ce sont ces cellules matures et fonctionnelles qui ensuite empruntent la circulation sanguine pour aller donc, rejoindre donc, le sang périphérique et les différents organes où elles vont pouvoir assurer leurs différentes fonctions. Donc, parmi ces cellules matures fonctionnelles, on retrouve l'ensemble des globules blancs pour le système immunitaire, on va retrouver également les globules rouges pour le transport de l'oxygène, du dioxyde de carbone, les plaquettes aussi qui vont assurer la coagulation. Et donc, toutes ces cellules proviennent au départ des cellules souches hématopoïétiques. Alors, ce système de formation des cellules matures et fonctionnelles à partir des cellules souches est un système qui est très finement régulé au sein de l'organisme, aux différentes étapes. Malheureusement, il est emprunt à des dysfonctionnements. On peut retrouver un certain nombre d'altérations qui se produisent au cours des différentes étapes de différenciation entre les cellules souches et les cellules matures. Quand ces dysfonctionnements touchent plutôt les cellules immatures au sein de la moelle osseuse, on va parler de leucémie. Quand ça touche plutôt des cellules matures, donc c'est à l'extérieur de la moelle osseuse, du temps, on va parler sur un type cellulaire impliqué de lymphome ou de myélome. Donc, sur cette diapositive, on retrouve donc, un peu l'ensemble des pathologies qui peuvent affecter donc, ce système. On va également retrouver des déficits immunitaires sévères et j'ai aussi noté le cancer du sein ici, pour exemple, parce que parmi les indications à la greffe de moelle osseuse, donc à la greffe de cellules souches en réalité, on peut aussi retrouver le traitement de tumeurs solides comme le cancer du sein. Donc, quel est le but de la greffe de moelle osseuse? En fait, il va se jouer à deux niveaux, mais qui finalement se superposent assez bien. C'est-à-dire que le but de greffer des cellules souches, ça va être de remplacer, alors là j'avais une animation mais qui ne sont pas fonctionnées,
Donc, ça va être de remplacer les cellules malades qui ont été éradiquées par les traitements conventionnels à base de chimiothérapie et ou de radiothérapie, et qui vont donc tuer la plupart des cellules malades. Et donc, on va apporter des cellules saines prélevées chez un donneur. Et donc, on va apporter des cellules saines aux malades. Mais dans certains cas, et c'est le cas notamment dans le traitement de tumeurs solides comme le cancer du sein, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. La chimiothérapie, la radiothérapie, en effet secondaire, va attaquer les cellules saines. De manière involontaire, ces cellules sont tuées, et donc il s'agit de les remplacer aussi en faisant une greffe de cellules souches. Alors, vous me direz, l'intérêt de la greffe, finalement, c'est d'apporter dans l'organisme des cellules matures et fonctionnelles, puisque c'est bien elle qui assure la fonction. Donc, pourquoi ne pas injecter directement au patient, au receveur, ces cellules matures et fonctionnelles plutôt que de lui injecter des cellules souches? Tout simplement parce que si on fait ça, ces cellules matures fonctionnelles, certes, une fois dans l'organisme du receveur, vont remplir leur rôle, leur fonction. Le problème, c'est qu'elles ont toute une durée de vie qui est limitée dans le temps. Et une fois qu'elles auront atteint cette durée de vie, tout simplement, elles vont disparaître. Et donc, il faudrait recommencer ce système en faisant plusieurs cycles et sur toute la durée de vie d'un patient. L'intérêt des cellules souches, justement, il est ici. Lorsque l'on va infuser des cellules souches à un patient, ces cellules souches vont passer dans le sang périphérique, puis ce sont des cellules qui, contrairement aux cellules matures, ont la propriété de retourner dans la moelle osseuse, de s'y loger, de s'y nicher. Et une fois qu'elles sont retournées dans la moelle osseuse, elles vont pouvoir régénérer les cellules matures et fonctionnelles. Et ce système va s'entretenir pendant plusieurs mois, plusieurs années, voire pendant toute la durée de vie du receveur, idéalement. Donc, tout l'intérêt de la greffe des cellules souches réside là-dedans. Ce sont les seules cellules capables de retourner dans la moelle osseuse et de régénérer complètement l'ensemble des cellules matures et fonctionnelles dont nous avons besoin. Donc, de ce fait, il n'y a plus de notion de durée. Tout du moins, cette notion est très largement amoindrie avec la greffe de cellules souches. Alors, les différentes sources de cellules souches, ça va être directement la moelle osseuse, le sang périphérique mobilisé, je vais y revenir juste après. On a également le sang placentaire, je vais en parler ici, qu'on appelle aussi, avec un raccourci un peu rapide, le sang de cordon, vous avez déjà entendu parler, donc qui est plutôt réservé à la greffe pédiatrique. Donc, je vais plutôt m'arrêter sur la moelle osseuse et le sang mobilisé. Dans le contexte d'un prélèvement de moelle osseuse, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cellules souches qui nous intéressent sont à l'intérieur des os, dans la moelle. Et donc, il s'agit d'aller les récupérer. Donc, très souvent, ça se fait au niveau des os postérieurs du bassin. On vient avec une grosse aiguille, un genre de trocard, je vous rassure, l'échelle n'est pas du tout respectée. En fait, c'est plus pour ça. Donc, les cellules de la moelle osseuse sont prélevées directement dans l'os du bassin avec leur milieu environnant. C'est un geste qui est réalisé sous anesthésie générale en milieu hospitalier. Une fois prélevées, les cellules sont analysées, elles sont préparées, et donc ce sont ces cellules qui constituent le greffon de cellules souches qui va être ensuite infusé au patient. Le délai d'utilisation de ce greffon de cellules souches est aux alentours de 24 heures maximum. Au-delà, il faut avoir recours à la congélation par le cryoconservation qui se réalise en azote liquide sur un protocole bien défini en plusieurs étapes. Et c'est déjà pour nous ici un premier point sur lequel, en tant
que laboratoire de recherche, on va s'intéresser, c'est-à-dire on a essayé de voir comment on pouvait augmenter la durée de conservation de ce greffon en s'affranchissant de la congélation, qui peut avoir un certain nombre de points problématiques, même si en pratique ça fonctionne quand même relativement bien, je vous rassure. Et donc, au laboratoire de recherche de l'EFS de Bordeaux, on a mis au point, il y a quelques années, un milieu de conservation qui permet en fait d'aller jusqu'à 72 heures de conservation des cellules hématopoïétiques. Donc, ça a été montré dans un contexte de greffon issu du sang placentaire. Et ce délai de 72 heures, il est particulièrement intéressant parce qu'il permet en fait d'acheminer un greffon dans toutes les régions du monde depuis le centre préleveur. Et bien entendu, nous avons montré que pendant ces 72 heures, la survie de l'ensemble des cellules et surtout leur efficacité fonctionnelle était préservée. Je vais maintenant vous parler du prélèvement du sang périphérique mobilisé. Donc, on revient à la situation de départ avec nos cellules souches qui sont à l'intérieur des os, dans la moelle osseuse. Pour ce prélèvement de cellules souches, on va injecter au donneur une molécule, un facteur de croissance, qui est un facteur de croissance qui est également synthétisé par notre organisme. Et suite à l'injection de ce facteur de croissance, on va avoir passage des cellules depuis la moelle osseuse vers le sang périphérique. C'est ce qu'on appelle la mobilisation. On mobilise les cellules depuis la moelle osseuse vers le sang périphérique. Une fois que les cellules sont dans le sang périphérique, vous comprendrez qu'il devient beaucoup plus aisé de les récupérer. Donc, cela se fait selon un processus, ça s'apparente à un don de plaquettes, en réalité, pour ceux qui connaissent. Cela se fait selon un processus qu'on appelle une cytaphérèse. Donc, le sang est prélevé au bras du donneur, il passe sur cet appareil de cytaphérèse, qui est un séparateur en réalité, qui va récupérer les cellules souches, les envoyer dans cette poche en haut, et le reste du sang, le globule rouge, les plaquettes, le plasma, etc., retourne directement chez le donneur. Donc en réalité, c'est la pratique la plus courante, puisque 80% des dons de cellules souches sont faits selon cette pratique. Ça nécessite donc l'injection d'un médicament quelques jours avant le don pour donc stimuler le passage des cellules de la moelle osseuse vers le sang. Et pareil, ce type de don est réalisé en milieu hospitalier ou dans les centres de santé des différents établissements français du sang. De la même manière qu'on l'a vu précédemment pour le don de moelle, le greffon de cellules souches est analysé et préparé pour être ensuite infusé aux patients. Alors, toujours au niveau de la recherche, on essaye de voir comment on peut éventuellement améliorer cette pratique ou trouver des alternatives encore à ces pratiques-là. Et on s'intéresse particulièrement à l'EFS de Bordeaux au prélèvement du sang périphérique en situation physiologique, c'est-à-dire sans mobilisation. Donc, en l'absence de mobilisation, je vous ai dit tout à l'heure que les cellules souches, elles étaient dans la moelle osseuse, mais en réalité, il en circule toujours quelques-unes dans le sang périphérique. Et ce sont ces cellules-là qui nous intéressent. Alors, bien sûr, elles sont très rares. C'est pour ça qu'on a plutôt recours à la mobilisation, c'est vraiment pour augmenter ce nombre de cellules. Donc, sans mobilisation, ces cellules dans le sang périphérique sont très rares. Néanmoins, on peut les prélever selon le même principe que ce que je vous ai montré précédemment. Le problème, donc, c'est qu'on se retrouve avec un greffon qui contient très très peu de cellules et qui n'est pas suffisant pour réaliser une greffe efficace chez un patient.
Donc là encore, quel pourrait être l'apport de la recherche à ce niveau-là? En fait, nous essayons donc de développer un greffon à partir de ces cellules circulantes. Et le challenge pour nous, c'est d'arriver à amplifier ce petit nombre de cellules jusqu'à obtenir un nombre de cellules souches qui soit compatible avec une greffe efficace. Alors, c'est un challenge puisque cela est réalisé in vitro. Il s'agit de faire de la culture cellulaire. En principe, quand on met des cellules souches en culture cellulaire, faire multiplier les cellules, ça on y arrive très très bien. Le problème, c'est qu'elles ont tendance à se différencier, à maturer spontanément et on perd l'efficacité de greffe au cours de la culture. Donc le challenge pour nous, c'est d'arriver à multiplier ces cellules sans les faire différencier et obtenir à la fin un greffon de cellules qui soit fonctionnellement efficace. Et donc, pour tout cela, on essaye, en fait, dans nos conditions de culture cellulaire, donc in vitro, on essaye de mimer au mieux les conditions de la moelle osseuse. Cela passe, entre autres, par la régulation, notamment, du taux d'oxygène au cours de nos cultures, et puis par l'étude et la modulation, à la fois, des différentes voies moléculaires qui vont réguler la prolifération et la différenciation des cellules souches et également des voies métaboliques qui sont également impliquées dans la prolifération et la différenciation de ces cellules souches. Alors, où est-ce qu'on en est pour le moment sur ce point-là? On a établi la preuve de concept avec même une augmentation de la capacité de greffe des cellules du sang périphérique après la phase de culture cellulaire. Mais on est loin, loin, loin d'être au bout encore, puisque nous devons encore optimiser le taux d'expansion, parce que malgré nos efforts, on obtient un nombre de cellules qui est plus important, mais qui n'est toujours pas en adéquation avec un greffon efficace. Voilà, donc juste avant de laisser la parole, je voulais juste vous présenter rapidement donc, le groupe de recherche de l'EFS. Moi, je suis Philippe Lacran, je cherche à l'Établissement français du sang. Le groupe de recherche est dirigé par Zoran Ivanovic, qui est également le directeur scientifique de l'Établissement français du sang. Nous sommes 3 chercheurs à temps plein, Maria, Christelle et moi-même. Il y a également Xavier Lafarge, qui est directeur médical de l'établissement et qui a une partie de son temps dédié à la recherche. Maria et Christelle sont également ici, en soutien aujourd'hui. Nous avons aussi des ingénieurs, Marie et Laura sont là également, et puis bien sûr on accueille des étudiants dans différents diplômes, thèse, master, licence pro, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Forcade, je suis médecin hématologue au CHU de Bordeaux. Je suis également enseignant d'hématologie, je suis chercheur à l'unité Immunoconcept, dans le même bâtiment que différents chercheurs ici. Et je vais parler de l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec un regard clinique. Et j'ai décidé de m'intéresser particulièrement à la leucémie aiguë, puisque c'est l'indication principale des greffes allogéniques de cellules souches. Globalement, à Bordeaux, nous réalisons une centaine d'allogreffes de moelle. Alors, vous allez voir qu'on dit tout le temps soit moelle, soit cellules souches, mais c'est la même stratégie thérapeutique. Sur cette centaine d'allogreffes, on fait à peu près 60% de greffes pour des leucémies aiguës, c'est vraiment le gros de l'activité. Et on va dire que 98 à 99% des greffes sont faites pour des maladies malignes de la moelle osseuse. Seules les aplasies médulaires, qui sont des maladies bénignes, représentent une minorité des greffes. Et on peut aussi citer des greffes pour des maladies des globules rouges, dont vous avez peut-être entendu parler, comme la thalassémie ou la drépanocytose, qu'on trouve beaucoup dans la population impliquée. Alors, j'ai repris des schémas très simples. Il y a vraiment un public très hétérogène, et donc, j'essaie de dire les choses simplement. Donc, Philippe vous l'a bien expliqué, la moelle osseuse normale permet de fabriquer les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les globules rouges qui transportent l'oxygène, les plaquettes qui permettent la coagulation à faire des caillots, et puis les globules blancs qui permettent de se protéger contre les infections. Quand on a une leucémie aiguë, on voit apparaître, alors j'essaie de me servir du pointeur, voilà. Ici, vous avez en haut à droite une moelle normale, et comme je dis souvent aux étudiants, vous n'avez peut-être jamais vu d'analyse de la moelle, mais vous voyez que toutes ces cellules sont différentes. Et quand on regarde ici, on voit que toutes les cellules se ressemblent, et c'est le propre d'une maladie maligne clonale, c'est-à-dire
ici une leucémie aiguë, c'est envahi par des cellules cancéreuses qu'on appelle des blastes. Et ces blastes, en proliférant, ils vont empêcher le bon fonctionnement de la moelle osseuse. Et ainsi, quand on n'a pas de globules rouges fabriqués, ben, on devient anémique, on est fatigué. Quand on n'a pas assez de plaquettes, eh ben, on saigne, on a des hémorragies. Et quand on n'a pas assez de globules blancs, on peut faire de la fièvre et des infections. Encore une fois, c'est une vision très caricaturale pour faire comprendre les gros messages, mais quand on fait le traitement d'une leucémie aiguë, on fait de la chimiothérapie. Le but est d'avoir un effet différentiel entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. C'est un traitement très ancien, mais qui est très efficace, qui consiste à administrer de la chimiothérapie à forte dose. Peut-être que certains d'entre vous trouveront que l'analogie à la bombe atomique est un peu excessive, mais finalement, quand les gens qui ont connu les services de soins se rendent compte que c'est quand même un traitement assez lourd, et donc on espère obtenir une rémission complète, c'est-à-dire que quand on analyse la moelle après la chimiothérapie, on espère avoir le moins possible de cellules malades qui sont représentées ici en rouge et retrouver une moelle variée avec plein de cellules différentes, saines. La question qui se pose dès lors qu'on a fait une chimiothérapie, c'est d'abord est-ce qu'on a obtenu une rémission complète, c'est-à-dire est-ce qu'on a très peu de cellules malades dans la moelle osseuse, et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Il y a 3 scénarios théoriques. Soit on s'arrête, et on sait qu'en fonction des caractéristiques de la maladie, dans un certain nombre de cas, on peut avoir une rechute de la maladie. Et finalement, il n'y a pas d'indication à l'arrêt du traitement après une première chimiothérapie. Soit on va faire une chimiothérapie de consolidation. Le but, c'est d'améliorer les résultats, d'approfondir la réponse pour espérer une guérison. Et un troisième scénario possible, c'est de faire une greffe de moelle osseuse ou une greffe de cellules souches, c'est la même chose. Alors, le but de la greffe, finalement, j'utilise ce mot de plus en plus souvent parce qu'on entend dans les médias l'immunothérapie, c'est nouveau. Ben non, l'immunothérapie, ça fait plus de 100 ans qu'on en fait, même si on regarde les vieux papiers, les papiers du 19e siècle, on utilisait l'immunothérapie de façon très différente. Et la greffe de moelle, c'est une des immunothérapies les plus récemment utilisées, enfin les plus anciennement utilisées, pardon, dans les années 60. C'est les premiers exemples de greffe de moelle où finalement les premiers essais, ça a été chez des gens qui ont été exposés à des radiations ionisantes, des gens qui étaient dans des mines en Serbie, qui ont été exposés à des fortes doses de radiation et qui étaient en aplasie, ils n'avaient plus de moelle osseuse fonctionnelle. Et donc finalement, l'immunothérapie, on l'a utilisée ensuite dans la leucémie, ce qui a valu, après on verra l'exemple d'un prix Nobel. Et donc on a un greffon, et il va avoir 2 buts, ce greffon, c'est remplacer la moelle osseuse malade par une moelle saine. Donc on va remplacer les cellules souches qui vont fabriquer les éléments figurés du sang qu'on a vu après. Et surtout, c'est d'éradiquer les cellules leucémiques résiduelles, et c'est en ça que ça consolide l'effet de la chimiothérapie. C'est-à-dire que le système immunitaire, représenté ici par les lymphocytes, va scruter tout l'organisme pour chercher les dernières cellules cancéreuses et les éradiquer. Et c'est en ça que c'est de l'immunothérapie, puisque l'immunothérapie, ça veut dire un traitement qui se base sur le système immunitaire, et dans une greffe avec donneur, ce système immunitaire, il vient de quelqu'un d'autre. Et pourquoi on dit que ça va marcher? Parce que le patient a développé une leucémie aiguë. Peut-être que son système immunitaire a été trompé, a été leurré ou a été inefficace. Et en remplaçant le système immunitaire, on va espérer qu'il y a cet effet immunitaire contre la cellule leucémique résiduelle. Et en fait, j'aime bien mettre ces 2 photos parce que donc, finalement, en français, on en parle peu, mais il a fait les premières greffes pour ces gens exposés aux radiations ionisantes. Il a fait beaucoup de travaux, notamment chez le rat et la souris, pour comprendre le mécanisme de la greffe. Et c'est tout le temps les Américains qui gagnent, si je peux me permettre. C'est Donald Thomas qui est le prix Nobel de médecine pour les premières greffes dans l'indication des leucémies. Donc finalement, comment se déroule une greffe? Enfin, les étapes, on discute de l'indication de la greffe en réunion de concertation pluridisciplinaire, puisque tous les patients qui ont une leucémie aiguë ne vont pas avoir de greffe. Les indications sont portées en fonction des caractéristiques de la maladie, en fonction de la réponse au traitement. Ensuite, on va essayer d'avoir donc la meilleure réponse possible, puisque les résultats sont d'autant meilleurs que la réponse est la plus profonde possible. Et puis, on va avoir les étapes dont on a parlé, donc chercher un donneur, un greffon, je vais parler de ça après. Donc, chercher un donneur, un greffon, vous allez voir que ça va recouper ce que vous a présenté Gwendoline. On va toujours d'abord commencer par la famille. Alors, elle vous l'a bien dit, on regarde les frères et sœurs. Donc, est-ce qu'il y a une fratrie, oui ou non? Et s'il y a une fratrie, on va chercher à typer tous les membres de la fratrie. Et on a une chance sur 4 d'avoir un donneur compatible parmi les frères et sœurs. On a développé depuis, finalement, au début des années 90, des greffes haploidentiques. Ce sont des greffes qui sont à partir de donneurs apparentés, mais qui sont partiellement identiques ou partiellement incompatibles.
Et dans les années 90, ça ne marchait pas très bien. Et depuis, on va dire 2008-2009, le groupe américain a vraiment amélioré les stratégies de greffe. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais avec des traitements immunosuppresseurs différents. Et on a montré que ces greffes étaient de plus en plus efficaces. S'il n'y a pas de fratrie, on peut regarder s'il y a des parents ou des enfants éligibles. Et qu'est-ce que ça veut dire éligible? Ça veut dire est-ce qu'ils ont moins de 66 ans? Est-ce qu'ils sont majeurs? Est-ce qu'ils ont des antécédents qui les mettent à risque du don? Ça, c'est des éléments qui sont regardés attentivement. Et s'ils sont éligibles, on cherchera parmi eux des donneurs qui sont forcément haploïdentitaires à moitié compatibles, puisque un parent ou un enfant ne peut pas avoir tout le même système immunitaire. Et ensuite, si on ne trouve pas de donneur familial, on va interroger le registre international dont vous a parlé Gwendoline. Ce registre international, il va d'abord s'intéresser aux donneurs compatibles, le plus compatibles possible. On parle de 10 sur 10, ça ne veut pas dire 100%, ou alors de donneurs qui vont être partiellement, qui vont avoir quelques incompatibilités. Comme l'a très bien dit, j'insiste dessus, Gwendoline, c'est que les registres sont construits, on peut dire malheureusement, par rapport aux richesses des pays. Donc, il y a beaucoup de donneurs caucasiens qui sont représentés par les registres occidentaux. La connexion au registre asiatique est plus compliquée. Et on commence à avoir des donneurs sud-américains qui sont de plus en plus connectés dans ce registre. Donc, on arrive à améliorer la diversité ethnique des gens qui sont sur ces registres. Et c'est d'autant plus important que, vous le savez maintenant, les populations sont de plus en plus migrantes et de plus en plus de métissage. Et il faut avoir une diversité génétique la plus grande possible pour pouvoir offrir un donneur au plus de personnes possible. Donc, quand on n'a pas de donneur classique, c'est ce que j'ai mis en bas, on va s'intéresser aux unités de sang placentaire, qui sont une source de greffe qui est dite alternative, parce qu'on l'utilise en recours ultérieur, mais qui est intéressante chez des gens qui n'ont pas de donneur, qui n'ont pas de typage HLA classique et qui ont éventuellement une diversité ethnique. Les autres critères de sélection sont basés sur l'âge du donneur, les antécédents, le groupe sanguin, le statut viral et le sexe. Gwenaëlle l'a aussi dit, quand on évite les donneurs féminins pour les receveurs masculins du fait de cette non-connaissance des antigènes sexuels et d'une immunité accrue contre les receveurs masculins. Et finalement, avec l'avènement des greffes haploïdentiques, on peut quand même dire qu'on se rapproche de plus en plus, c'est le message qu'il faut dire, même s'il faut inciter à s'inscrire sur les registres de donneurs. Avec les greffes haploïdentiques, on a quand même largement augmenté la capacité d'avoir un donneur pour un patient. Et j'oserais dire qu'on a plus de 90% de chances d'avoir un donneur quand on est atteint d'une maladie. Et les quelques patients qui n'ont pas de donneur, c'est des minorités ethniques ou des gens qui sont métis avec, par exemple, des agrégations de gènes asiatiques et africains. Des fois, c'est plus compliqué, ou alors parce qu'ils ont développé beaucoup d'anticorps contre les autres et ils n'arrivent pas à accepter une greffe du fait de ce développement de ces anticorps anti-HLA. Donc là, je vais aller assez vite. Les types de greffons, le but est d'obtenir un greffon de cellules souches hématopoïétiques. Et il y a 3 sources, on vous l'a déjà dit. Donc historiquement, c'est la moelle osseuse. On ponctionne la moelle. Vous avez une taille plus réaliste du trocar qui est représentée ici. Et pourquoi on fait ça sous anesthésie générale? Parce que ça dure 3/4 d'heure à 1 heure et qu'on prélève un gros volume de sang. Ce n'est pas très agréable de subir ça de façon vigile. Ensuite, vous avez au milieu, donc ça c'est, finalement, les cellules souches périphériques représentent presque 90% des greffons actuellement. Et dans les 10% restants, on va dire qu'il y a 2/3 de moelle et 1/3 de sang placentaire. Et encore à Bordeaux, nous avons une tradition de la greffe de sang placentaire et nous en faisons encore pas mal par rapport à d'autres centres français. Donc les cellules souches périphériques représentent ici la machine d'AFRS que vous a présenté Philippe. Et les greffes de sang placentaire, donc les greffons sont prélevés. Alors c'est peut-être la seule source de greffons qui est stockée, alors que toutes les autres sont utilisées fraîches, une fois que la maman a accouché, une fois que la délivrance a eu lieu. On va ponctionner le cordon ombilical alors que le placenta est toujours en place, en l'absence de tout événement hémorragique pendant l'accouchement. Et on va, ça c'est évidemment avec l'accord de la maman, récolter un greffon de façon déclive. Et en fonction des caractéristiques du volume du greffon, on va voir si on peut le tester, s'il y a suffisamment de cellules souches et si on peut le stocker et le cryopréserver. Et Bordeaux fait partie des grandes banques de sang placentaire françaises, au même titre que Saint-Louis et Besançon, je crois que c'est les 3 plus grosses. Je vous ai mis
une représentation un peu schématique. Hein. Donc, les patients, on va le voir après, sont hospitalisés en secteur protégé. Le greffon, je vous l'ai montré également ici, c'est une poche qui ressemble un petit peu à une poche de sang. Et l'administration de ce greffon est faite par infusion. Donc, finalement, le déroulement d'une greffe, un patient a des antécédents, un certain âge, un sexe, une maladie, et il va être préparé pour avoir sa greffe par un conditionnement qui va reposer sur la chimiothérapie et l'administration de la radiothérapie ou l'irradiation corporelle totale. Le but, finalement, je dis souvent aux étudiants, aux patients, c'est de faire de la place dans sa moelle, de bloquer son système immunitaire et d'éradiquer certaines cellules souches leucémiques. Ensuite, on va administrer la greffe. L'administration de la greffe se fait comme une transfusion, par voie sanguine, et les cellules sont bien intelligentes, comme l'a dit Philippe, elles vont savoir où aller et retrouver le chemin vers les os, vers leur niche hématopoïétique. Et ensuite, on va avoir la période d'aplasie, le temps que le greffon se mette à travailler. Et ensuite, on a différentes complications dans lesquelles je ne vais pas entrer en détail maintenant. Et finalement, l'hospitalisation dure en moyenne 6 à 8 semaines pour faire une greffe, le temps de passer ces différentes étapes. Alors, il y a des complications. Ces complications peuvent être basées d'une part sur une activité du système immunitaire qui est d'une part souhaitée et d'autre part non souhaitée. La partie souhaitée, c'est l'effet du système immunitaire contre la leucémie aiguë, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure en termes d'immunothérapie, et on appelle cela l'effet GVL, c'est greffon versus leucémie. L'autre côté adverse, c'est que, comme l'a aussi présenté Gwendoline, on a beau chercher une compatibilité entre un donneur et un receveur, il va y avoir quelques petites différences qui vont être la base d'une réaction non souhaitée, aussi immunitaire, et qui s'appelle l'effet GVH. C'est quand l'hôte est rejeté par les cellules immunitaires du donneur. Et GVH, ça veut dire greffon versus hôte. Et finalement, quand on veut faire une greffe, on veut trouver un bon équilibre entre ces deux réactions. Pourquoi? Parce qu'on a montré que s'il n'y a pas du tout de GVH, dans les greffes, on fait beaucoup d'immunosuppresseurs, par exemple, ben, les patients ont un plus de risque de rechute. Et par contre, si on fait beaucoup de GVH, ben, parfois cette GVH peut être dangereuse pour le patient. C'est aussi un bon témoin de l'efficacité du système immunitaire et c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Si on voit un petit peu de GVH, ça veut dire que le greffon travaille contre la leucémie. C'est un témoin indirect de l'activité contre la leucémie. Parce qu'il faut savoir que nous n'avons aucun test biologique quand on fait une greffe qui nous dit que le système immunitaire travaille contre la leucémie. Il n'y a pas de test biologique à l'heure actuelle. Et à l'autre côté, il y a aussi l'inactivité du système immunitaire. C'est l'effet des traitements anti-rejet que l'on donne aux patients. C'est aussi le traitement des complications comme la GVH. Et comme l'a esquissé tout à l'heure Gwendoline, c'est un hôte un peu accueillant. C'est-à-dire qu'un sujet qui est âgé, il a des organes qui éduquent le système immunitaire qui ne fonctionne pas très bien, et donc il va plus s'infecter. Et parfois, il a aussi d'autres dysfonctionnements du système immunitaire du donneur. Et tout ça va faire le lit de complications infectieuses. Donc ça fait partie des 3 grandes complications. Les infections, le risque de GVH et l'efficacité qui peut être variable contre la leucémie et le risque de rechute. Alors moi, le problème, c'est que j'ai fait, comme beaucoup de médecins, des présentations un peu au dernier moment, donc je n'ai pas fait de diapositive pour remercier toute l'équipe, tous les gens qui m'invitent. J'en suis désolé, mais évidemment, c'est un travail d'équipe. Hein. Quand on fait des greffes, il faut avoir un bon laboratoire HLA, donc à Bordeaux, on est bien servi, un bon centre d'aphérèse à Bordeaux et Feltas, on est bien servi. Et on a une équipe dynamique qui fait partie des grands centres français de greffe. À côté, j'ai fait un petit peu de recherche sur la greffe, puisque j'étais aux États-Unis pour faire de la recherche sur la GVH, et je m'intéresse particulièrement à ça, et aussi sur les mécanismes de rechute après la greffe. Et pour ceux qui le souhaitent, je serais ravi d'en discuter avec vous. Je vous remercie. Bon, jeu vidéo. Hein. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler de 2 types de leucémie. Je vais prendre 2 exemples, simplement pour vous montrer que le don de moelle pour avoir des cellules souches pour une greffe est très très important, toujours à l'heure actuelle, même dans certains cas. Vous verrez en fonction du type de leucémie, sur les 2 exemples, que ça reste le seul moyen d'éradiquer la maladie. Alors, pour vous donner une idée, ces hémopathies malignes, et notamment les leucémies, ça a toujours existé. Les premières identifications, les premiers rapports, ça je l'ai pris dans une thèse de médecine, ça a été fait par un anatomiste
Velpo en 1827. Ils se sont vite rendus compte que pour les leucémies, c'était associé à un excès de globules blancs. Ils ont déterminé très très vite, vous voyez, 1857, qu'il y avait des leucémies qui étaient aiguës par rapport à des leucémies qui étaient chroniques. Et mes confrères vous l'ont bien montré, il y a des leucémies qui vont conduire à une prolifération excessive, mais on a des cellules fonctionnelles. Et puis il y a des leucémies qui sont dites aiguës, quel que soit leur type, qui vont non seulement avoir une hyperprolifération, mais en plus un arrêt de maturation et donc des cellules non fonctionnelles. Et comme on vous l'a expliqué, si vous n'avez pas des globules rouges, mais des érythroblastes, vous allez avoir des problèmes pour respirer, de la fatigue, des anémies, etc. etc. Il est arrivé au début du 19e qu'on détermine d'autres types de leucémies, notamment du côté myéloïde, lymphoïde. Et là, il y a eu quelques petites, on va dire, théories, notamment une origine infectieuse ou réactionnelle des leucémies, qui a été très vite contredite, même si ça peut être le cas, notamment au niveau de certaines infections virales. Et puis, il y a eu des essais très vite dans les débuts de 1950-1960, où pour certaines leucémies, et notamment certaines leucémies aiguës, des chimiothérapies ont été mises en place, chimiothérapies qui ont largement évolué à l'heure actuelle, mais qui restent quand même toujours sur les mêmes bases. Alors, c'est quoi une leucémie? Eh bien, ça vient étymologiquement, ça vient du grec, leukos et héma, c'est le sang. Pourquoi ça les touche? Bon, on vous l'a bien montré, hein, Philippe vous a montré ce qu'était l'hématopoïèse, c'est-à-dire la formation des cellules sanguines. Il faut savoir que chez une personne en bonne santé, on produit 10 puissance 12 cellules sanguines par jour, c'est-à-dire 1000 milliards. Et que, évidemment, si vous avez un problème au niveau de la formation et arriver aux étapes finales pour avoir des cellules fonctionnelles, eh bien, c'est clair et net que vous allez avoir de gros défauts associés à des symptômes importants. Alors, pour les leucémies, qu'on appelle communément les cancers du sang, c'est clair et net, ça commence au niveau de la moelle des os, on vous l'a bien expliqué, puisque c'est là le siège chez l'adulte de la production des cellules sanguines. Les signes d'une leucémie, eh bien, ils vont être rapidement évoqués, ils ne sont jamais seuls, hein. Il y a des saignements, on l'a expliqué, de la fatigue, de la fièvre, un risque accru d'infection. Et il faut savoir que toutes ces leucémies, parmi les hémopathies malignes, regroupent différents types de cancers du sang. Et par exemple, en France, à l'heure actuelle, les différents rapports montrent qu'il y a à peu près 10 000 cas chaque année en France de leucémie. Et ces leucémies représentent quand même 29% des cancers chez les enfants. Alors, au niveau des leucémies, vous le voyez là, c'est de la cytologie, c'est-à-dire qu'on regarde sur des frottis les cellules du sang. Les leucémies chroniques, une hyperproduction, mais les cellules vont arriver à maturer et à être fonctionnelles. Les leucémies aiguës, eh bien, malheureusement, on va trouver ces grosses cellules ici, au niveau notamment de la moelle et parfois dans le sang, qui sont des blastes et qui sont en très grande quantité. Alors, différents types de leucémies. On a les leucémies aiguës myéloïdes. En France, par exemple, on est à peu près à 4000 cas par an. Les leucémies aiguës lymphoïdes, ou LAL, 1200. Les leucémies myéloïdes chroniques, dont on va parler un petit peu plus tard, à peu près le même nombre. Et puis les leucémies lymphoïdes chroniques qui représentent la grande majorité avec 6000 cas par an. Et vous verrez que ces leucémies, elles vont représenter, elles ont une fréquence, une incidence qui est différente chez les enfants ou chez les adultes. Alors, quand on regarde, par exemple, les deux types de leucémie dont on va parler aujourd'hui, la LAM et la LMC, vous voyez que c'est quand même des leucémies qui vont atteindre et qui ont une incidence assez importante au niveau des personnes d'un certain âge, puisqu'elles vont se répartir majoritairement entre 50 et 70 ans. Alors, premier exemple qu'on va prendre, c'est la leucémie myéloïde chronique. C'est une leucémie dans laquelle il y a eu des révolutions, on peut le dire, puisque à partir du moment où on a identifié son anomalie moléculaire, une translocation réciproque, deux petits bouts de chromosomes se sont échangés. Ça a conduit à un gène qui est recombiné et à une protéine kinase dérégulée
bien connu depuis les années 60, qui est le BCR-ABL. La révolution qu'il y a eu, c'est que comme c'est une kinase, c'est une enzyme qui phosphoryle, et elle a bénéficié dans les années 2000, 2002 en France, 2000 aux États-Unis, de ce qu'on appelle des thérapies ciblées, des inhibiteurs de la kinase. Ça a été une vraie révolution. Pourquoi? Parce que vous allez le voir en fonction des traitements et du devenir des patients avant les années 2000, eh bien, ça permet de mettre les personnes en rémission. On a parlé notamment des rémissions complètes. Seul petit point, on verra, c'est qu'il y a quand même des résistances qui peuvent apparaître. Et dans les années 2010, eh bien, on s'est rendu compte que même si on amenait les patients en rémission, eh bien, l'arrêt du traitement, il y a eu des protocoles qui ont été faits, notamment certains menés par des chercheurs de Bordeaux, notamment les protocoles stop imatinib. Quand on arrête le traitement, 60% des patients rechutent. Ce qui veut bien dire que même si le patient est en rémission, la maladie est toujours là. Alors, historiquement, si vous regardez ce qui se passe dans les années 1900, il n'y avait aucun traitement. On arrivait à détecter, on arrivait à mettre en évidence, mais il n'y avait pas de traitement. La mode étant là, notamment des irradiations spléniques, c'est-à-dire au niveau de la rate, ça ne changeait rien. Et puis, il y a eu les premiers essais de chimiothérapie, notamment avec du busulfan, hydroxyurée, etc. Donc, il y a eu des allongements, notamment de ce qu'on appelle la survie médiane. Et dès les années 60-70, comme l'a dit Édouard, les premières greffes allogéniques qui ont quand même montré quelque chose, même si c'est lourd et compliqué, 50 à 60% de guérison. Bon, il y a eu après, notamment pour la LMC, parce que c'était quand même une maladie qui était peut-être un petit peu moins lourde et dangereuse, des traitements avec l'interféron, etc. Et comme je vous l'ai dit, dans les années 2000, les inhibiteurs de cette kinase qui ont permis, avec plusieurs générations de molécules, d'avoir 80-90% de répondeurs. Gros problème, je vous ai soulevé la question, c'est avec le stop imatinib dans les années 2010-2015. Si on arrête, et la personne est bien en rémission, hein, les outils moléculaires nous montrent que clairement, il n'y a plus de cellules malades, on n'arrive plus à les détecter, il y a quand même 60% de rechute. Donc ça reste un problème. Pourquoi? Bien parce que ces thérapies ciblées, elles ont d'énormes avantages, c'est certain, il n'y a aucun problème à ça. Le ciblage de l'oncogène ou de l'anomalie et de sa signalisation, elles sont clairement moins toxiques. Il faut savoir que dans la LMC, il suffit de prendre un cachet tous les matins et puis hop, c'est bon. La molécule, comme c'est quelque chose de spécifique et de moins toxique, c'est des inhibiteurs par voie orale, ou parfois des anticorps, etc. Et c'est très souvent associé, notamment maintenant dans les leucémies aiguës, en combinaison avec des taux, notamment de chimiothérapie, beaucoup plus bas, et donc des toxicités beaucoup moins lourdes. Et du coup, on peut traiter des patients beaucoup plus âgés. Bon, les inconvénients, c'est plus on est spécifique, plus il y aura des moyens de résister, notamment par surexpression ou mutation de la cible. Il y a quand même des effets secondaires à long terme. Mais quand la moyenne d'âge est à 65-70 ans, des effets secondaires à long terme, c'est peut-être pas si dramatique que ça. Bon, j'ai cliqué sur quoi, moi? Ah, c'est moi, peut-être. Ah, c'est toi? Non, je ne sais pas, on peut voir. La toxicité, c'est pas grand-chose, puisque comme c'est spécifique, il y a quand même beaucoup moins d'effets. Pardon. Mais il faut savoir que ces traitements, ils sont loin d'être curatifs. Alors, si on regarde maintenant le deuxième exemple, des leucémies aiguës, notamment ce qu'on appelle les LAM, leucémies aiguës myéloblastiques, vous voyez ici un frottis de moelle. Ça, c'est une moelle normale. Les gros points violets, c'est ce qu'on appelle des blastes. C'est tout à fait normal d'y aller. C'est des cellules immatures. On part de la cellule souche, on va jusqu'à la cellule mature. Donc, il y a des étapes où il y a des blastes. C'est logique, on en a tous. Et vous voyez que sur une leucémie aiguë, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a énormément de ces cellules qui sont grosses, violettes, immatures et donc pas encore fonctionnelles. D'où le problème de toutes les conséquences et des symptômes. Quand on regarde l'incidence des LAM, en France, on a à peu près 5 sur 100 000, avec une médiane d'âge à 65-67 ans. Il faut savoir quand même une chose, c'est que la fréquence ou l'incidence a augmenté, et pas qu'en France. Vous voyez qu'en 1998, il y avait en France 1800 cas. En 2018, il y en a le double. Et ce n'est pas seulement dû à la pyramide des âges, loin de là.
La survie, ben, elle est évidemment liée à l'âge. Hein. Vous voyez que parce qu'il y a des effets qui sont liés à l'âge, on vous l'a expliqué, hein, il y a tout un tas de comorbidités. On en a longtemps parlé pendant le Covid. Hein. Certaines personnes âgées ont une comorbidité importante et un Covid peut être plus grave chez elles, etc. etc. Quand on regarde ce qui se passe, c'est des maladies qui sont clonales, qui arrivent au niveau d'anomalies dans les cellules souches. Donc ici, dans la moelle, ces cellules souches, elles acquièrent des anomalies. Ces anomalies, elles sont multiples. Et dans les années 70, il y a eu des classifications qui ont permis, notamment sur, on va dire, la cytologie, etc., de dire, ben voilà, suivant l'endroit où ça s'arrête, si c'est très proche de la cellule souche, si c'est un petit peu plus éloigné, il y avait une première classification qui avait été faite et qui marchait déjà pas mal. Moi, c'est celle que j'ai appris sur les bancs de l'école. Maintenant, les classifications, elles sont moléculaires, et ça c'est une grosse révolution. Peu importe les anomalies qui sont mises en évidence, mais ça permet notamment aux cliniciens, aux biologistes, de mettre en place une prise en charge et des traitements beaucoup plus adaptés. Et pour certaines de ces leucémies aiguës myéloblastiques, vous avez des traitements qui vont permettre la rémission très rapidement et garder justement une vie, ce qu'on appelle une vie sans maladie. Ces LAM, elles sont quand même très représentées, puisque quand on regarde ce qui se passe au niveau de la France, c'est 80% des leucémies chez l'adulte. Il y a 4000 cas par an en 2020. Et les nouvelles classifications permettent une chose, c'est d'avoir ce qu'ils appellent une classification pronostique, et ainsi de définir, non seulement par rapport aux caractéristiques de chacun, vous l'avez compris, hein, donc collègues nous l'ont expliqué, tout le monde est unique. J'étais très content d'apprendre que j'étais unique, mais vous aussi. Ça va permettre justement d'adapter énormément de choses pour la prise en charge, le traitement, etc. Et de savoir si, via des traitements, on peut amener le patient en rémission, le patient avec une maladie résiduelle la plus basse possible. Alors, c'est quoi le traitement dans les LAM? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, il y a des chimiothérapies d'induction. Je vous l'ai dit, il y a énormément de combinaisons à l'heure actuelle avec d'autres agents anticancéreux, notamment avec des thérapies ciblées, notamment avec des agents qui vont permettre justement de relever un petit peu les effets des chimiothérapies. C'est suivi de chimiothérapie de consolidation, c'est souvent des polychimiothérapies pour essayer d'abaisser au maximum la maladie. Et puis, il y a un traitement de maintien, et notamment pour les personnes éligibles. Vous avez compris pourquoi, on est unique, il faut que les greffons existent. On peut aller jusqu'à la greffe de cellules souches, la greffe de moelle osseuse. Alors, ce que l'on doit retenir, c'est que l'amélioration des traitements ont largement permis d'allonger une vie sans maladie dans énormément de leucémies. Les LLC, par exemple, c'est 6000 cas par an en France. C'est énorme. Ça permet de faire de grosses avancées. Il y a des résistances, mais bon, même si ça conduit aux rechutes, ça rallume la maladie, il y a maintenant énormément d'approches et de traitements qui peuvent donner une nouvelle rémission. J'appuie sur le fait de dire rémission. Il n'empêche que l'allogreffe de cellules souches reste le traitement de référence pour éradiquer ce type de maladie. Vous avez compris le mécanisme. On élimine les cellules de la moelle et on les remplace par d'autres nouvelles avec tout ce que ça comporte au niveau de la greffe, de la compatibilité, de la GVH, etc. Ils sont quand même des choses énormes. Alors, moi, ce que j'ai trouvé notamment sur les réseaux Francine et compagnie, ils disent que suivant le type de greffe, on ne parle pas d'autogreffe, mais clairement, ces greffes, elles sont quand même essentiellement réservées aux patients qui ne présentent pas un pronostic favorable, c'est-à-dire les patients pour lesquels on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas mettre de rémission et on ne peut pas aller plus loin. Voilà, je vous remercie beaucoup. Moi, je voulais dire un mot. Merci à tous les intervenants, merci à représentants de Rodéon et cyclistes, ce cycliste super motivé, mais qui n'a pas peur même de la tempête. Merci aux intervenants.
Et donc, je vous laisse la parole, mais n'oubliez pas, après, le stand dehors pour l'inscription au lycée des Souches. Exactement. Et du coup, moi, je voulais remercier beaucoup Sarah, ici, que vous n'avez pas encore vu, mais Catherine qui prenne la parole, qui a vraiment tout coordonné aujourd'hui. Merci à tous les intervenants également. Et merci à vous d'être présents. Et je voulais rajouter quelques mots. Donc, Véronique, elle a eu la chance, entre guillemets, d'avoir eu 2 greffes de main osseuse qui, effectivement, n'ont pas prise. Donc, c'est très intéressant d'en apprendre plus au fur et à mesure, de voir toutes les avancées des recherches. Et donc, elle fait partie, on voyait les chiffres, elle a été détectée en 2017, en décembre 2017. Donc, elle fait partie des chiffres. Malheureusement, voilà, une rechute. Mais voilà, d'où l'importance de s'inscrire sur ces registres, même s'il y a de plus en plus de donneurs ou de compatibilité. Voilà, aujourd'hui, on est tous brassés, mélangés. Donc voilà, chaque personne est unique. Donc toutes les personnes qui peuvent être inscrites, donc il faut avoir moins de 35 ans. Donc là, on a un beau parterre ici. Donc n'hésitez pas en tout cas de prendre des renseignements pour que le jour où on vous appelle, vous soyez toujours apte et avoir envie de donner, de sauver des vies. Donc voilà, et lors de nos dernières rencontres, on a aussi eu des intervenants et des chercheurs du CEA de Fontenay-aux-Roses qui nous expliquaient qu'ils travaillaient vraiment en collaboration très proche entre les médecins et du coup les patients et les chercheurs. Et ils affinent le traitement au fur et à mesure pour voir les effets secondaires qu'il peut y avoir, donc, notamment de GVH, pour adapter les traitements. Parce que voilà, dans la recherche, on est dans la théorie, c'est vraiment d'essayer de lier cette théorie et la pratique, et que les soins apportés soient aussi des soins qui conviennent aux patients, parce que c'est des traitements très lourds. Véronique avait énormément de GVH qui prenait presque le dessus par rapport à la leucémie sur la fin. Et donc c'est passionnant de savoir tout ce qui se passe à ce niveau des recherches. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Oui, bah, je pense que tu as à peu près tout dit, Emmanuel. La recherche a vraiment un rôle très très important et c'est une des missions de l'association Revero, c'est vraiment de mettre en valeur ce travail de recherche. On constate que les choses avancent très vite et de manière très favorable. Donc il est très important de soutenir cette recherche et voilà, c'est un de nos piliers. Donc merci pour une présentation de qualité, merci de nous avoir écoutés. Voilà. Merci.